Bon, alors moi j'ai un angle d'attaque un peu particulier de ce traité qui est l'angle de l'agriculture et de l'alimentation, euh, qui n'est pas différent au fond sur le plan économique des autres questions, mais qui présente un certain nombre de caractéristiques très aiguës dans cette négociation. Euh, En Europe, et en France en particulier, mais dans toute l'Europe, l'agriculture et l'alimentation sont pas seulement des produits, ce sont les effets d'une culture et d'une organisation de la société. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des politiques nationales, c'est pour ça qu'il y a une politique agricole commune, avec toutes les discussions qu'il peut y avoir autour, et particulièrement en France, que nous sommes extrêmement attachés à, à notre alimentation, à nos paysages, etc., qui sont une partie intégrante de notre culture. Ça, c'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres pays du monde, et particulièrement dans ce qu'on appelle les pays neufs du point de vue géographique, dont les États-Unis qui sont le partenaire de cette négociation. Dans ces pays, l'agriculture et l'agroalimentaire sont des activités économiques exactement comme les autres. On prend une terre, on l'épuise, on la change, on s'en fiche, et les produits sont des produits industriels, ou conçus comme ça. Même s'il y a une petite agriculture aussi là-bas qui est bien plus laminée que chez nous, ce n'est pas du tout l'orientation politique de ces productions-là. Donc il y a un enjeu majeur de sauvegarde d'identité, de culture, de produits, de qualité de vie autour de ça. Et cet enjeu, il est complexe parce qu'il est fait de règles, il est fait de normes, il est fait de façons de faire, il est fait de choses autorisées, interdites, il est fait d'habitudes. Euh, voilà. Et normaliser cela, alors je ne vais pas caricaturer en disant que ce serait le McDo partout, on en a déjà beaucoup, mais c'est plutôt un risque général d'abaissement de ce qui fait notre identité culturelle dans ces domaines. C'est aussi un risque majeur, et on le vit déjà en Europe, parce qu'il ne faut pas non plus penser que la politique européenne est si blanche que ça, de développement de structures agricoles qu'on voit aux États-Unis, qu'on ne voit pas encore en Europe, ou très peu, sauf un peu en Allemagne de l'Est, pour d'autres raisons, de très grandes fermes, très industrielles, d'étables gigantesques, enfin, etc., etc. D'une industrie derrière qui ne respecte pas grand-chose, et plutôt qui fait les normes à sa sauce, comme ça les arrange, alors que chez nous, on est dans un compromis beaucoup plus complexe entre la société, les règles, les désirs de chacun et l'industrie, l'activité économique. C'est tout cet équilibre qui est menacé, et donc c'est le sens de mon engagement particulier contre les perspectives qu'ouvre ce traité. Alors on n'en est pas encore à un traité arrêté, mais la direction est claire, la direction elle est de faire des règles communes dans le seul intérêt d'entreprises privées pour faire de l'argent en se fichant de toutes les règles environnementales, sanitaires, etc. Le minimum pour que ça passe et le maximum pour que ça casse. Donc voilà. Voilà, donc c'est effectivement un domaine où on aura à être particulièrement vigilant. D'ailleurs, on le retrouve dans les thèmes de la négociation, on le retrouve sur les droits de douane, mais on va le retrouver beaucoup sur les normes. Et on sait très bien qu'on a des conflits très très forts aujourd'hui avec les États-Unis, mais aussi avec d'autres pays du monde, enfin les États-Unis, sur les appellations d'origine contrôlée, sur les normes sanitaires, sur les pesticides, enfin sur tout un tas de choses comme ça. Et je veux dire que le risque, c'est que toutes ces normes obtenues de haute lutte et qui sont un objet de bagarre permanent soient balayées euh, ou recalibrées à la baisse et donc au détriment de notre société tout simplement. Merci.